Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. C'est tellement loin Sainte-Hélène et c'est tellement isolé, ça l'est aujourd'hui, mais imaginez ce que ça pouvait être à l'époque, cette île volcanique absolument coupée de tout, perdue dans l'immensité de l'Atlantique, à 1900 km de la première côte africaine, à 3500 km du Brésil, ça fait environ 120 km², autrement dit, c'est à peine plus grand que l'île de Ré. Vous voyez, c'est plus petit que l'île d'Oléron, Sainte-Hélène, mais sauf que c'est en plein milieu de l'océan Atlantique, ce qui ajoute à ce côté perdu, évidemment, c'est ce très grand isolement. Alors, Napoléon, quand il est à Sainte-Hélène, est constamment malade, sans qu'on sache exactement de quoi il souffre. Il est entouré là d'un petit groupe de fidèles, dont certains sont plus ou moins sulfureux. Il ne peut correspondre directement avec la France. Les Anglais s'assurent évidemment qu'il ne le fasse pas. Son courrier est ouvert. Les Anglais, qui sont quand même 2500, dont 500 officiers, sont là, à épier jour et nuit, d'un petit peu loin ou d'un petit peu trop près, selon les points de vue, ce qui se passe dans cette maison de Longwood, où la couronne britannique a fini par assigner le plus important prisonnier d'État de tous les temps. Alors, on fait juste un tout petit saut en arrière, si vous voulez. Après l'abdication de 1814, Napoléon avait été envoyé à l'île d'Elbe. Seulement, il avait réussi à s'en échapper, à reprendre le pouvoir en France pendant 100 jours. Cette fois, après la défaite de Waterloo et la seconde abdication de l'empereur, les Anglais, qui ont refusé l'asile que leur réclamait Napoléon, ont décidé de le déporter le plus loin possible pour le mettre, selon leur conception, hors d'état de nuire. Vous connaissez les quelques Français qui ont accepté d'accompagner l'empereur dans ce lointain exil. Il y a bien sûr le grand maréchal Bertrand. Il n'est pas grand maréchal de la cour depuis si longtemps. Il a remplacé Duroc au moment de la mort de Duroc, mort au combat en 1813. C'est le grand maréchal Bertrand qui est chargé de faire respecter l'étiquette, parce qu'aussi étonnant que ça paraisse, on respecte dans l'entourage de l'ancien empereur, de cet empereur déchu à Sainte-Hélène, un protocole qui n'est pas loin de rappeler par certains aspects, dans un contexte un peu dérisoire, il faut bien le dire, qui n'est pas loin de rappeler l'étiquette des Tuileries. Le grand maréchal Bertrand est accompagné de sa femme, Fanny, et de ses enfants. Cette femme Fanny dont Napoléon va avoir tendance peut-être à s'approcher un peu trop. Il y a aussi le général Gourgaud, qui lui est encore jeune et qui a 2 fois sauvé la vie de l'empereur. Alors Gourgaud, qu'est-ce que je voulais vous dire ? C'est un petit peu, c'est le collant, vous savez. Il est toujours là à faire des scènes plus ou moins de jalousie. Il ne supporte pas que l'empereur adresse la parole à quiconque mieux qu'à lui. Bref, quand il demandera à repartir, on peut dire que Napoléon sera presque soulagé de le voir s'en aller. Il y a là le général de Montholon, bien sûr, sur lequel je vais revenir, avec sa femme Aline de Montholon. Le maître d'hôtel Cipriani Franceschi. Alors lui, c'est un Corse comme l'empereur, il est lié au Bonaparte, il est entré assez tard au service de Napoléon lui-même, et vous savez qu'il va mourir assez tôt dans cette affaire, dans des circonstances qui, c'est vrai, sont restées relativement nébuleuses. Et puis, il y a le premier valet de chambre, le jeune Marchand, qui est un peu, d'une certaine manière, c'est un garçon d'une grande fidélité, que Napoléon aime beaucoup, c'est finalement son seul ami là-bas, à Sainte-Hélène. Et puis, il est à la tête, lui, une grosse dizaine de domestiques, dont le fameux Roustan. Et j'ai oublié de vous signaler Lascaz, bien sûr, Lascaz qui va rester un temps à Sainte-Hélène en tant que secrétaire de l'empereur et qui est accompagné de son fils. Bref, tout ce petit monde, surveillé de près par les Anglais sous les ordres du tatillon général Hudson Law, qui a 46 ans comme l'empereur au début de la captivité en 1815, tout ce petit monde, donc, vit en vase clos, dans une atmosphère pas sympathique, c'est très tendu, atmosphère à couper au couteau, il faut bien le dire, et rendue d'autant plus pesante par la mauvaise humeur quasi permanente de Napoléon, qui accepte mal sa situation, évidemment, et par sa maladie chronique. Et oui, sa maladie chronique, et ça, il faut poser la question. Quelle est la maladie de Napoléon ? C'est la grande question. Franck Ferrand,
sur Radio Classique. Alors, disons-le tout de suite, cette question depuis des années est considérée comme réglée par les historiens officiels. Je pense à mon ami Thierry Lenz, le directeur de la Fondation Napoléon, entre autres, qui considère qu'on en a trop fait sur ce sujet et que les choses sont quand même relativement claires. Elles ne le sont peut-être néanmoins pas tout à fait autant qu'on voudrait le croire. Et je vous dis tout de suite que j'écarte les thèses les plus fantaisistes, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'elles ne présentent aucun intérêt, même les plus fantaisistes. C'est assez compliqué comme ça, sans qu'on en rajoute pour le plaisir, mais c'est vrai que y a des thèses qui ne manquent pas de sel. Je pense à celle du scénariste du film d'Antoine Decaux de Monsieur N, par exemple, René Manzor, qui avait habilement d'ailleurs adopté la thèse de la substitution. Imaginez que Cipriani, qui donc est mort à Sainte-Hélène et dont on n'a pas retrouvé le corps, que Cipriani aurait en fait remplacé l'empereur sur son lit de douleur, ce qui aurait permis à Napoléon de s'enfuir vers la Louisiane et d'aller filer là-bas le parfait amour avec la dernière femme qu'il ait rencontrée, la charmante Betsy Balcombe. En fait, la Betsy Balcombe en question était une toute jeune femme au moment de l'arrivée de Napoléon, qu'il avait trouvée amusante, mais on ne peut pas du tout parler d'une liaison amoureuse, loin de là. Bref, cette idée peut être amusante comme ça, mais elle ne tient pas du tout debout. Non, il faut admettre que Napoléon est bel et bien mort à Sainte-Hélène le 5 mai 1821, mais la question qui se pose, c'est de savoir ce qui a entraîné cette mort assez précoce. De quelle maladie Napoléon souffrait-il lorsqu'il était à Sainte-Hélène ? Le premier élément dont nous disposions, c'est le diagnostic effectué par son premier médecin à Sainte-Hélène, l'Irlandais O'Meara, qui nous parle d'une maladie chronique du foie. Il aurait fini par mourir, selon cette thèse, d'un abcès du foie compliqué de dysenterie amibienne. Il faut vous dire que O'Meara était un bon médecin. Le problème avec lui, c'est qu'aux yeux des Anglais, il était trop fidèle à l'empereur, il refusait de coopérer, et donc il refusait d'être, si vous voulez, l'espion d'Hudson Law à Longwood, et donc Hudson Law va obtenir son renvoi. Et Napoléon est bien conscient que c'est un coup terrible qu'on lui porte. Le crime se consommera plus vite, dit-il. J'ai vécu trop longtemps pour eux, c'est-à-dire pour les Anglais. Le grand maréchal Bertrand va écrire à Madame Mère, à la mère de l'empereur à Rome, ainsi qu'au cardinal Fesch, son oncle, pour leur demander d'envoyer un médecin et un prêtre. Il faut soigner le corps et l'âme de l'empereur. Or, Madame Mère et le cardinal sont demi-frères, qui sont protégés par le pape Pie VII et qui vivent au palais Rinucci dans un curieux climat de mysticisme assez étonnant, auraient la possibilité d'envoyer des personnalités de premier plan. Je pense notamment au docteur Fourreau de Bourgard, qui était l'ancien premier médecin de Napoléon et qui serait prêt à faire le voyage. Il y a aussi plusieurs prélats qui sont fidèles aux restaurateurs de la religion et qui pourraient partir. Eh bien non, tout ce que la famille de l'empereur trouve à envoyer là-bas, c'est un vieil abbé corse hémiplégique qui s'appelle Buonavita, accompagné d'un abbé ignorant personnage assez obscur qui s'appelle l'abbé Vignali, et un médecin qui s'appelle Antomarchi, un corse de 29 ans qui a acheté son doctorat à Pise et dont le moins qu'on puisse dire est qu'il ne brille pas par son talent. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que la mère et l'oncle de l'empereur n'envoient pas des gens plus qualifiés? Eh bien parce que, à l'époque, ils sont bercés de belles paroles par une espèce de voyante qui les a convaincus qu'à l'heure où ils agissent, l'empereur n'est déjà plus à Sainte-Hélène. Antomarchi, Buonavita et Vignali vont donc arriver à Sainte-Hélène le 18 septembre 1818. Antomarchi rencontre Hudson Law qui le convainc tout de suite que la maladie de l'empereur est une maladie diplomatique. C'est vrai qu'il a une douleur du côté droit, mais finira par dire Antomarchi, c'est une simple constipation. Et il va donc lui prescrire un émétique sur quelqu'un qui a un ulcère à l'estomac. Vous imaginez d'abord les douleurs et l'effet produit. Et pendant ce temps, à Rome, on ne s'en fait pas. Et finalement, c'est le vieil abbé Buonavita qui tout de même a été rapatrié parce qu'il est malade et qui tout de même va ouvrir les yeux de Madame Mère. Et cette fois, la famille de Napoléon se remue un peu. On écrit des lettres à un certain nombre de personnages très influents pour obtenir même le retour de l'empereur. Mais il est trop tard parce qu'au moment où Madame Mère commence à s'intéresser à la maladie de son fils, il est trop tard. À ce moment-là, Napoléon est déjà mort depuis 2 mois. Vous écoutez Radio Classique.
Il y a 50 ans, dans Historia, notre cher et regretté André Castelot racontait la mort de l'empereur. Et si vous êtes d'accord, j'aimerais lui céder un peu la parole. Et maintenant, écrivait-il, maintenant tout est fini. Il est là, étendu sur son petit lit de fer, dans sa pauvre maison de bois, et il va mourir. Dans la nuit du 28 au 29 avril, on est donc en 1821, vous l'avez compris, il appelle Marchand pour un dernier codicille. Le fidèle valet de chambre ne peut mettre la main sur une feuille de papier, il prend une carte à jouer, un crayon et, dans l'obscurité, trace ces mots. Je lègue à mon fils ma maison d'habitation d'Ajaccio et ses dépendances, 2 maisons aux environs des Salines avec jardin, tous mes biens dans le territoire d'Ajaccio, pouvant lui donner 50 000 livres de rente. Je lègue à mon fils. Il s'arrête, soupirant, nous dit André Castelot, je suis bien fatigué, nous continuerons demain, et la nuit est atroce. On ne cesse d'appliquer à l'ancien empereur des vésicatoires, et ce 29 avril, on lui pose un emplâtre sur le ventre, et son cerveau s'abîme, il vomit 8 à 9 fois dans la journée. Que d'idées sur un si grand changement, écrit Bertrand. Les larmes m'en sont venues aux yeux, en regardant cet homme si terrible, qui commandait si fièrement d'une manière si absolue, suppliait pour une cuillerée de café, sollicitait la permission, obéissant comme un enfant, redemandant la permission et ne l'obtenant pas, revenant et toujours sans succès, toujours sans humeur. Dans d'autres moments de sa maladie, il envoyait paître ses médecins et leurs conseils et faisait ce qu'il voulait. Il avait à présent la docilité d'un enfant. Voilà le grand Napoléon, misérable, humble. Le 30 avril, il se réveille en sursaut et crie « Ah, la mort, la mort !» Et ça, évidemment, sa situation empire à chaque moment. Montholon et Vignali sont là. Il faut vous dire que il a l'intention il essaie de se lever. Ne me brutalisez donc pas, dit-il. Il retombe sur son lit. C'est Ali, le Mamelouk Ali, qui accourt, ainsi que le docteur Antomarchi. On essaie de le recoucher comme on peut. On a cru qu'il voulait passer. Le matin, l'empereur est de nouveau comme un enfant, doux, calme. On lui fait avaler un petit peu de vin avec du sucre. Good, dit-il, very good. Et eh bien, il s'agissait d'abréger ses souffrances et d'essayer de faire en sorte qu'il entre dans la mort avec un peu moins de souffrance. Je cite de nouveau André Castelot. L'agonisant appelle maintenant l'abbé Vignali et lorsqu'il sort de la chambre, l'abbé annonce à Marchand, l'empereur vient d'être administré, l'état de son estomac ne permet pas un autre sacrement. Je rentrais chez l'empereur que je trouvais les yeux fermés, racontera le jeune Marchand, le bras étendu sur le bord de son lit, je mis un genou en terre et j'approchais mes lèvres de sa main sans que ses yeux s'ouvrissent. Je prévins Saint-Denis qui en fit autant sans que l'empereur les ouvrît davantage. Je continuais à rester seul debout devant le lit de l'empereur comprimant mes sanglots mais laissant couler mes larmes. L'empereur va sortir un petit peu de sa léthargie. « Comment s'appelle mon fils ?» demande-t-il à Marchand. « Napoléon » lui répond-on. Le vendredi 4 mai, veille de sa mort, il fait un temps atroce et pendant toute la journée, le malade reste là, proscrit, on arrive à peine, il est prostré, pardon, on arrive à peine à lui administrer un peu d'eau sucrée et vers 2h du matin, le 5 mai, Montholon croit entendre ces mots sortir des lèvres de l'agonisant, France, armée, tête de l'armée, et ce mot qui est le dernier qu'aura prononcé Napoléon, Joséphine. Il y en a qui disent que son dernier mot n'était pas Joséphine, que c'était plutôt mon fils. Franck Ferrand sur Radio Classique. N'oublions jamais que le 15 avril, quelques jours, 3 semaines avant sa mort, Napoléon avait rédigé son dernier testament et dicté cette phrase « Je meurs prématurément, assassiné par l'oligarchie anglaise et son sicaire, le peuple anglais ne tardera pas à me venger ». Et donc, il finit par mourir. Le médecin corse Antomarchi et 5 médecins anglais vont procéder à son autopsie et Sir Hudson Lowe s'empressera de publier un communiqué qui conclut à un ulcère de l'estomac probablement cancéreux, ce qui inscrit Napoléon dans la lignée directe de la maladie de son père. Un autre procès-verbal sera établi 2 ans plus tard, en septembre 1823, par un autre témoin de cette autopsie, le docteur Emery, et qui conclura celui-là à des ulcérations skireuses tendant à prendre un caractère cancéreux. C'est la thèse officielle, bien entendu. Alors,
Cette thèse officielle, et je ne vais pas m'y appesantir ce matin, elle a été contestée, vous le savez sans doute. Il se trouve que les mémoires de Louis Marchand sont parus en 1955 et que quelques années plus tard, en 61, un dentiste suédois, le docteur Forhusvud, va relever dans ses mémoires 28 des 31 symptômes connus d'un empoisonnement à l'arsenic. Or, note Forhusvud, Napoléon ne présentait en rien les signes d'amaigrissement total que l'on trouve en général chez les personnes atteintes d'un cancer. Et de plus, son système pileux avait pratiquement disparu, ce qui serait un symptôme justement d'intoxication à l'arsenic. Et Napoléon serait mort, dit-il, d'un empoisonnement, ni hépatite, ni ulcère cancéreux. S'il présentait à l'évidence les mêmes symptômes de ces deux affections, c'est bien l'arsenic qui aurait entraîné la mort. Alors, d'ailleurs, Forhusvud était plus précis. Il disait qu'il y avait un lent empoisonnement à l'arsenic et que la cause immédiate de la mort était un empoisonnement au mercure, parce qu'il faut vous dire que on avait fait ingérer à Napoléon juste avant sa mort du calomel et que le calomel peut se transformer en sel de mercure lorsqu'il est au contact d'un certain nombre de substances, et notamment le lait d'amande dans lequel on lui avait ingéré la substance en question. Or, si l'on faisait boire à Napoléon du sirop d'orgeat, nous dit Forhusvud, c'était peut-être justement pour l'empoisonner, à moins que ce ne fût simplement de l'incompétence de la part d'Antomarchi, ce qui ne surprendrait pas grand monde. Donc, empoisonnement progressif à l'arsenic avec un empoisonnement final au calomel. Il faut vous dire que plus tard encore, on va développer cette théorie à partir de 1978. C'est un fabricant canadien d'articles de sport, il s'appelle Ben Weider, qui s'est passionné pour cette histoire, qui a mobilisé toutes sortes de médecins pour tenter de venir à bout de l'énigme médicale. Je vous l'ai dit, aujourd'hui, on n'en croit plus grand-chose de cette thèse-là, en tout cas dans les milieux officiels. Franck Ferrand sur Radio Classique. Je ne voudrais pas finir sur ces notes médicales. C'est la dernière fois que nous parlons de Napoléon en cette année de bicentenaire, et je voudrais finir sur une note un peu plus vivante, joyeuse, et revenir à cette Betsy Balcombe dont je vous parlais, dont je vous disais un mot tout à l'heure, et qui n'est morte, elle, qu'en 1871. Elle est toute jeune, elle a 14 ans au moment où Napoléon débarque dans l'île de Sainte-Hélène et va devoir, le temps qu'on lui aménage une propriété, va devoir vivre chez ses parents. Et il y a une jolie petite histoire entre deux. Un soir, alors que son secrétaire est en train de préparer les cartes pour un whist, Napoléon joue beaucoup au whist, il le fait d'ailleurs depuis l'époque où Joséphine organisait des soirées spéciales à la Malmaison. Eh bien, il demande à la petite Betsy quelle robe elle va porter pour le grand bal qu'a prévu le gouverneur. Je courus promptement chercher ma robe, raconte Betsy Balcombe. C'était ma première robe de bal et je n'en étais pas peu fière. Il la trouva très jolie. Alors on bat les cartes, elles sont prêtes. Elle dépose la robe sur un sofa. Et Napoléon dit Mademoiselle Betsy, je vous joue un Napoléon. Seulement, pendant la partie, il triche, elle s'en rend compte, il rit, elle insiste, alors il s'écria que j'étais une méchante et que c'était moi la tricheuse. Et s'emparant de ma robe de bal, il s'enfuit hors de ma chambre. Je tremblais qu'il n'en chiffonnât les belles roses. Je courus après lui, mais avec plus de promptitude, il entra dans le pavillon et s'enferma dans la chambre. Et la pauvre est là, la petite gamine, vous imaginez, c'est sa première robe de bal, c'est son premier grand bal, et pendant 24 heures, elle revient à la charge. Enfin, sonne l'heure du départ pour le bal et elle n'a toujours pas sa robe, la petite Betsy Balcombe. Elle ne sait pas quoi faire. Soudain, racontera-t-elle, à ma très grande joie, je vis Napoléon traverser la pelouse en toute hâte, se dirigeant vers le cottage, ma robe à la main. « Tenez, Miss Betsy, me dit-il, voilà votre robe. J'espère que vous serez une bonne fille et que vous vous amuserez bien au bal. N'oubliez pas de danser avec Gourgaud. » Je ne sais pas ce que vous pensez de ce témoignage, mais pour ma part, il me ravit et je trouve que c'est un souvenir de Sainte-Hélène un peu plus agréable que tous les autres. Vous écoutez Radio Classique.